Est-ce qu'un petit bateau radiocommandé peut réussir à traverser la mer tout seul? C'est le défi complètement fou que je me suis lancé et il est temps que je vous raconte tout ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait des mois que j'attendais avec impatience de vous la proposer, mais ce coup-ci je suis tombé sur un challenge un peu corsé. C'est un jeu de mots volontaire, vous allez comprendre. Depuis des années, les drones ont complètement envahi notre quotidien. Mais quand on parle de drone, on imagine généralement le quadricoptère classique avec caméra. Alors que non, par définition, un drone, ça peut être n'importe quel engin autonome sans pilote à bord. Et là je me suis dit, bah tiens, si j'essaie d'en créer un pour voir. Mais pas un aérien. Non, on a la mer à côté. Pourquoi pas un drone nautique? Voilà comment tout ça a débuté et maintenant je vais vous raconter cette aventure dans les détails. Dans un premier temps, il fallait évidemment définir le trajet. J'aurais pu choisir de faire des ronds dans un lac, mais moi j'aime la difficulté et j'aime voir les choses en grand. Donc j'ai directement visé la Corse. 200 km en mer Méditerranée. Ha! Ça c'est du défi. Mais pour ça, faut avoir suffisamment d'énergie. C'est pour ça qu'on oublie directement les hélices et les batteries classiques. Non, on va plutôt partir sur une énergie gratuite et disponible à tous. Le vent. Si on veut pouvoir réaliser ce défi, il nous faut donc un voilier. C'est logique. Et pour ce qui est de l'énergie, on est en été. Il fait à peu près 200 degrés à l'ombre dans le sud. Donc on va mettre un panneau solaire. En cherchant en ligne, je tombe sur un petit voilier pas cher de 65 cm, ça fera amplement l'affaire. Et pour aller avec, je trouve un panneau solaire carré de 15 cm. C'est bon, là j'ai la base, donc maintenant il faut que je lui trouve de quoi lui permettre de se diriger. Pour ça c'est pas très compliqué, faut juste trouver quelque chose pour lui permettre de savoir où il est et vers où il doit aller. Du coup j'ai acheté un module T-Rex M100. C'est un GPS pour drone qui fait également boussole. Pour faire naviguer un voilier, c'est vraiment pas compliqué, mais il y a un truc qu'il faut absolument connaître, c'est la direction du vent. Parce qu'il y a que comme ça que tu sais comment régler les voiles. Et là, premier gros problème, il n'existe que dalle pour détecter la direction du vent en modélisme. Y a pas de petite girouette que tu peux poser sur le bateau quoi. Du coup, je suis parti en mer faire quelques essais pour voir si par hasard, j'arriverais pas à trouver un scénario ou autre qui permettrait de détecter la direction du vent en fonction du comportement du bateau et de la boussole. Et j'ai remarqué une chose, c'est que si on tire la voile au maximum et qu'on laisse le bateau faire, il a tendance à se mettre naturellement perpendiculaire au vent. Donc ça va, on va pouvoir s'occuper de ça quand on parlera du code. Maintenant, on sait comment naviguer et on sait comment avoir de l'énergie. Mais vu que je suis en train de tourner une vidéo, ça serait pas mal d'avoir des images. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre une ESP32 S3 Cam, c'est une carte programmable qui permet de gérer l'électronique à bord, de prendre des vidéos, de les stocker sur carte SD, et surtout qui a un énorme avantage, c'est qu'elle consomme pas trop d'énergie. On branche le tout et on commence le code. En fait, côté code, c'est assez simple. Il suffit de faire les mêmes actions en boucle. D'abord, on récupère la position grâce au GPS. Ensuite, on règle les voiles et le gouvernail. Et enfin, on prend une vidéo de temps en temps. Et concernant la direction du vent, j'ai trouvé une solution encore plus simple. C'est que j'en ai plus rien à battre. Au lieu de s'embêter à prendre un scénario pour essayer de détecter la direction du vent, on va faire plus simple. On va régler la voile sur 3 positions et on va garder celle avec laquelle on a de plus de vitesse et de stabilité pour rejoindre le prochain point. Et d'ailleurs en parlant de ça, comment est-ce qu'on va faire pour dire au bateau où est-ce qu'il doit aller? Eh bien en fait c'est très simple, dans le code on va définir un scénario. Alors un scénario ça va être quoi? Ça va être une liste de points qui définissent le trajet et à chaque fois que le bateau va passer par un point, il va ensuite se diriger vers le suivant. Et pour éviter qu'il ne remplisse la carte SD trop rapidement, on va lui demander de se limiter à des vidéos de 10 secondes. Voilà, on a le code, on a le bateau, tout est prêt. Ouais, bah si seulement ça avait été aussi simple, j'aurais pas travaillé pendant 3 mois sur ce projet. Déjà, premier problème à prendre en compte, que faire si le bateau coule? Parce que oui, lancer un bateau sur 200 km en mer, ça peut être fun, mais dans la réalité, il a très peu de chances d'y arriver quand même. S'il se perd, s'il n'a plus de batterie, si une voile casse ou si une personne le trouve en disant « Non, c'est quoi ?» c'est ciao. Et ça, c'est pas trop acceptable, parce que je vais les récupérer comment mes vidéos, moi, après? Donc, pas le choix, il faut qu'il envoie tout en ligne. Mais si vous n'avez jamais été en mer, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de réseau en mer. En fait, pour qu'un téléphone capte internet, il va pas échanger avec un satellite, il passe par des antennes qui sont installées un peu partout. Sauf qu'en mer, il n'y a pas d'antenne. Alors bien sûr, les téléphones satellites, ça existe, mais comment vous dire? Combien? 350 balles juste pour le module. Et à ça, faut rajouter 100 balles par mois pour la carte SIM de 20 mégas. Des mégas, hein? Pas des gigas. C'est-à-dire que sur cette carte, t'as 1000 fois moins que le plus petit des forfaits téléphoniques actuels. Mais c'est mort, 450 balles qui vont potentiellement reposer au fond de la mer. Attendez, mais c'est 2 fois le prix du bateau et du reste de l'électronique. Donc deux solutions, soit on oublie les vidéos, mais ça c'est mort, soit on utilise la 4G, mais on ne peut en avoir que proche des terres. Eh bien on va tenter le risque. Pour recevoir les vidéos, le bateau va devoir s'approcher suffisamment des côtes. Mais ça veut dire une chose, c'est que pour avoir la moindre vidéo, il va falloir qu'il arrive au moins à faire l'aller. Bon bah au moins on sait à quoi s'en tenir. Alors j'ai acheté un module 4G, je l'ai installé, j'ai modifié le code pour qu'il envoie les vidéos
vidéos, et là je me suis aperçu d'un truc pendant les tests, c'est que la batterie commençait à se décharger. Ce qui est très gênant puisqu'à la base j'avais mis un panneau solaire pour gérer ça. Alors du coup je me renseigne un petit peu, et là je me rends compte que mon panneau solaire de 3 watts n'est pas suffisamment puissant pour charger ma batterie. Donc du coup je refais les calculs, et là je me rends compte que si je veux que la batterie charge, mais qu'elle ait également suffisamment d'électricité pour tenir la nuit suivante, il me faut un panneau solaire d'au moins 20 watts. Et là, ça pose un petit problème. Forcément, je suis un peu dégoûté parce que ça remet en question toute la faisabilité du projet. Et en même temps, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc je commence à voir les choses autrement. Si on ne peut pas faire le trajet avec un panneau solaire, eh bien on n'en mettra pas. Et il faudra qu'il fasse tout le trajet à la batterie. Donc les batteries classiques, ça dégage. Et maintenant, on laisse place aux batteries au lithium. C'est celles que vous avez dans vos téléphones et dans les voitures électriques. L'avantage, c'est que pour la même capacité, c'est plus léger. L'inconvénient, c'est que c'est un peu instable. C'est-à-dire que ça aime pas trop les milieux humides. Comme par exemple l'intérieur d'un bateau en train de traverser la mer. Je vous le cache pas, j'ai un petit peu hésité quand même, de peur de faire arriver un bateau enflammé dans le port de Calvi, et en même temps j'ai qu'une vie, alors balèque. Non, le plus gros problème en fait, c'est que pour compenser la perte du panneau solaire et avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire un aller-retour, il faut qu'on passe de 100 à 600 grammes de batterie. Et là, ça risque de faire un peu beaucoup pour le petit bateau quand même. Mais en même temps, il y a un deuxième problème, c'est qu'il faut absolument réduire la consommation électrique. Pour ce qui est de la carte mère, le SP32, j'ai vu qu'on pouvait la passer dans une sorte de mode veille, qu'on appelle le deep sleep. Et ça c'est parfait parce qu'une fois qu'elle a terminé les tâches qu'elle avait à faire, elle va passer en mode sommeil pendant 2 minutes. C'est génial. Mais là il y a un autre problème quand même, c'est que les autres composants, ils continuent de consommer du moment qu'ils sont encore branchés. Alors j'ai cherché une solution et j'ai trouvé les MOSFET. Les MOSFET, c'est une sorte d'interrupteur que la carte mère peut contrôler. Et ça c'est très intéressant parce que quand on n'utilise plus un module, eh bien on peut couper son alimentation. Comme ça, on a enfin un circuit qui ne consomme plus. Ouais, bah c'est ce que je pensais. Alors que dans la théorie, quand on coupe tous les modules et qu'on passe la carte mère en mode veille, on est censé être bon. Là, je continue à avoir une consommation électrique qui est quand même assez importante. C'est bizarre quand même. La carte mère est en sommeil, il y a des MOSFET sur le gouvernail, sur les voiles, sur le modem 4G et sur le GPS. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, moi? Non mais c'est moi, je suis débile aussi. Quand tu passes ta carte mère en sommeil, la caméra qui est branchée dessus, bah elle continue de consommer. Bah oui, parce que la carte programmable, qui a un port spécifique pour cette caméra, n'a absolument rien pour gérer en interne son alimentation. C'est logique! À ce moment-là, remise en question de la caméra, parce que si je la branche, j'ai pas suffisamment d'énergie pour faire la traversée, et si je la branche pas, j'ai pas de vidéo à vous montrer. Et ça m'arrange pas trop. Donc du coup, j'ai réétudié le circuit de zéro, et j'ai trouvé une solution, qui est... disons que grâce à elle, j'aurais pu rentrer aux Beaux-Arts, je crois. La solution que j'ai trouvée, c'est pas une, mais 2 cartes mères. La première, elle va pas changer beaucoup de boulot. Elle va continuer à s'occuper de la navigation, de prendre des vidéos et d'envoyer des données. Par contre, la deuxième, elle va s'occuper des MOSFET. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un MOSFET sur l'alimentation de la première carte mère. Comme ça, la deuxième carte mère, elle pourra couper l'alimentation de la première et ainsi couper la caméra. Sauf que celle qui gère le tout, ça reste la première carte mère. Donc on va rajouter un fil de communication entre la première et la deuxième pour que la première carte mère donne les ordres à la deuxième de couper tel ou tel MOSFET. C'est un peu particulier mais ça marche. Et après avoir fait les premiers tests, là enfin on a un circuit qui ne consomme plus. Donc du coup maintenant je décide de tout installer dans le bateau et là nouveau problème, je m'étais pas rendu compte à quel point la coque était vraiment serrée. C'est-à-dire que passer l'électronique et la batterie, c'est vraiment galère. Il y a des éléments sur lesquels il faut forcer. Et j'ai pas trop envie de tenter parce que si je casse le moindre truc, je vais vraiment galérer à tout ressortir après. Le bateau est génial, mais c'est à ce moment-là que je décide de changer et de prendre un modèle plus grand. Je vous présente le successeur, le Hurricane, un bateau 2 fois plus grand, c'est bien simple, il me dépasse largement. C'est vraiment le bateau parfait, il y a la place de mettre tout ce qu'on veut dedans et en plus il a l'air robuste. Bon en vrai, quand je le teste la première fois, je me rends très vite compte que c'est pas exactement ce que je pensais. Dans la réalité, sur l'eau, il est vraiment instable. Il y a la proue qui n'arrête pas de se planter dans l'eau, ce qui fait qu'il change instantanément de cap. Et derrière, les servomoteurs sont installés l'un à côté de l'autre, ce qui fait que c'est un peu relou parce que ils se gênent l'un l'autre en fait, c'est un enfer. Et donc du coup, on peut pas tourner beaucoup le gouvernail, donc on se retrouve avec un bateau qu'on peut pas trop contrôler et qui aussi fait sa vie en mer quoi. Bon, il est pas parfait, mais au moins tout rentre dedans, donc on verra bien quoi. Je refais l'étanchéité au mastic marin, j'attends un jour de vent favorable et je pars l'envoyer en mer, direction la Corse. Mais actuellement, le vent est beaucoup trop fort pour partir. J'attends un petit peu quelques heures, le temps que ça baisse normalement en soirée. Ah, parce que là c'est vraiment fort si vous voulez. Il n'y a pas grand monde en mer, à part quelques voiliers. Et bon, sinon il y a lui là, je sais pas si vous le voyez au fond. Alors les voiliers ça me dérange pas trop, mais si lui il commence à avoir un...
pense que ça va pas lui plaire. C'est pas un endroit facilement accessible, hein, donc du coup je le mets à l'eau un peu comme je peux, hein, c'est-à-dire à l'arrache, et il part enfin pour son périple. Tout s'est bien passé. Sur les 10 premiers mètres. Au moment où je coupe la caméra, la barre de la voile casse sous la force du vent, il a fait instantanément demi-tour et il est venu s'exploser sur les rochers. Du coup, je l'ai récupéré, j'ai réparé la voile un peu comme j'ai pu avec du fil de pêche, j'ai remis le gouvernail droit parce qu'il était complètement tordu et puis après je l'ai relancé à la mer. Le problème c'est que j'ai plus jamais eu de nouvelles. Il a plus jamais envoyé de données et aujourd'hui je sais pas où il est. Et je vous cache pas que j'ai un peu flippé pendant une semaine parce qu'ici il y a énormément de zones militaires et qu'un bateau autonome qui se balade avec une caméra et une connexion internet au milieu de zones militaires, c'est largement suffisant pour faire ouvrir une enquête. Mais au final, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a raté, pourquoi ça n'allait pas. Le premier gros problème, c'est le deep sleep. Faire dormir le bateau pour économiser l'énergie, c'est génial. Sauf quand on est au bord. Parce que tant qu'on est au bord, il y a énormément d'obstacles et les vagues font faire n'importe quoi. Donc faut modifier le code pour dire au bateau que tant qu'il n'a pas atteint une certaine distance, il ne doit pas dormir. Le deuxième gros problème, c'est le GPS. Parce qu'il est là pour aider à la navigation en permettant de savoir où est le bateau, mais il donne également l'heure actuelle, ce qui permet d'enregistrer les vidéos et d'envoyer les données. Mais si le GPS venait à ne plus fonctionner ou à ne plus reconnaître l'endroit où il est, eh bien on ne pourrait ni naviguer, ni prendre de vidéos, ni envoyer de données. Eh bien je pense très sincèrement que c'est exactement pour cette raison qu'on n'a jamais eu de nouvelles. Du coup pour le bateau que je pensais hyper robuste, qu'allait faire face à la mer et tout, en fait il était vraiment pas fou et il faisait n'importe quoi en mer. Donc si vous voulez un jour acheter un voilier téléguidé, ne prenez pas le modèle le plus cher et le plus grand. Restez sur le petit modèle qui était très bien. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de lui... Bon, du coup, il me reste le premier bateau qui est plus robuste, mais où il manque un peu de place. Mais bon, s'il y en a un pour relever ce défi, je pense que c'est bien lui. Et ça tombe très bien, puisque quand j'ai une idée en tête, il m'en faut un peu plus pour abandonner. Du coup, j'ai racheté tout l'électronique, j'ai amélioré le code, et maintenant, on se retrouve pour le deuxième, et j'espère le dernier départ. Bien sûr, tout passer dans la coque, ça a été une vraie galère. Mais avec quelques coups de meuleuse et des fils pétés que j'ai dû réparer un peu comme j'ai pu, j'ai fini enfin par tout faire passer. Du coup, direction la mer, j'ai dû changer d'endroit pour essayer de trouver un vent plus favorable et une distance un petit peu plus courte. Et avec l'amélioration du code et la robustesse du bateau, ce coup-ci, ça a marché. On obtient le tracé suivant, ainsi qu'une première vidéo qui nous montre que 600 grammes de batterie, c'est effectivement un peu beaucoup pour ce bateau quand même. Et après quelques kilomètres, plus de nouvelles. Il a disparu. Mais c'est normal, parce que je vous rappelle qu'en mer, il n'y a pas de réseau. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre et espérer. Et après 4 jours, c'est avec une joie immense qu'on a enfin reçu le tracé complet, ainsi qu'une vidéo de l'arrivée. Le vrai gros problème, c'est qu'il avait une autonomie de 6 jours avec ses batteries, et que là, il en a déjà entamé 4. Donc malheureusement, on a perdu contact lorsqu'il faisait son retour. En tout cas pour moi, le défi est réussi. Vous savez les jours où j'ai fait mes tests en mer ? En fait, j'ai croisé des gens qui faisaient, étonnamment, la même chose que moi. Ils avaient des voiliers téléguidés, avec des cartes programmables, sauf que eux, ils avaient intégré de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Du coup, j'ai discuté avec eux et en fait, ils m'ont expliqué qu'ils participaient à des compétitions, des régates sur les plages à côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de courses de voiliers qui ont tous des cartes avec IA intégrées, quoi. Et j'espère que ces gens-là, ils vont voir cette vidéo parce qu'à travers mon défi, moi, j'ai prouvé 2 choses. La première, c'est qu'une intelligence artificielle n'est pas spécifiquement plus performante qu'un simple algo. En fait, dans la réalité, chaque problématique a sa solution propre. Par exemple, là, pour mon défi, de l'intelligence artificielle, ça aurait été beaucoup trop énergivore. Et c'est pas forcément sûr que la trajectoire serait plus optimisée. Et la deuxième, c'est tout simplement que c'est faisable. Pourquoi vouloir rester sur vos plages à tourner en rond ? Vous voulez pas qu'on fasse une vraie compétition en mer ? Et si on faisait une compétition, une sorte de mini Vendée Globe en haute mer ? Ce serait quand même beaucoup plus fun. Osons rêver grand. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous aimez le contenu informatique un peu fun comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Salut!